Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence à cette nouvelle séance des débats de l'INHA. Lancée en mars 2024, ce cycle propose de relire les enjeux contemporains au prisme de l'histoire de l'art. Chaque dernier jeudi du mois, l'INHA réunit historiennes et historiens de l'art, universitaires, conservatrices, conservateurs, chercheuses, chercheurs, critiques d'art ou artistes pour dialoguer autour de questions en prise avec l'actualité, en partenariat avec le journal Libération, dont les journalistes du service culture animent ces rencontres. Au fil des séances, nous avons traité de thématiques qui ont animé le débat public: l'intelligence artificielle, la crise écologique, les restitutions, la censure, la notion de préférence nationale, la réécriture de l'art américain ou encore l'historiographie sous l'angle des affects et des sensibilités. Autant de sujets qui montrent que l'histoire de l'art est attentive aux crises contemporaines et que ces objets d'étude comme ces méthodes permettent d'éclairer autrement les défis actuels de la société. La rencontre de ce soir s'inscrit dans la saison ukrainienne, le voyage en Ukraine, et est organisée en partenariat avec l'Institut ukrainien en France. Alors que la tribune d'Anne-Solène Roland, directrice de l'INHA, parue dans Libération ce 24 février, rappelait 4 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et 12 ans après l'annexion de la Crimée et le début de la guerre, les impératifs de sauvegarde, de révision et de valorisation du patrimoine ukrainien, le débat de ce soir se consacre à la décolonisation des imaginaires et des savoirs. Comment déconstruire les récits façonnés par l'hégémonie culturelle russe? Comment analyser les mécanismes de marginalisation ou d'appropriation de certains corpus? Comment penser un processus de décolonisation artistique sans reconduire des logiques nationalistes ou essentialistes? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Nadia Bernard-Kowalczuk, doctorante en histoire de l'art à Sorbonne Université, Nicolas Liuchy-Goutnikov, conservateur au Musée national d'art moderne, où il dirige la bibliothèque Kandinsky, centre de recherche du Centre Pompidou, et Christina Solomouka, artiste plasticienne, enseignante à l'École nationale supérieure des arts décoratifs et co-directrice de la Maison de l'Ours. Je les remercie d'avoir accepté notre invitation et je cède désormais la parole à Clémentine Mercier, journaliste et critique d'art au service culturel de Libération, qui va modérer cette conversation et vous présenter plus en détail la séance et nos invités. Je précise seulement qu'un temps d'échange avec le public est prévu à l'issue de la discussion et je vous souhaite une excellente séance. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le journal Libération est effectivement très honoré de cette collaboration avec l'INHA. Nous nous réjouissons de la voir se poursuivre et s'enrichir à chaque débat. Merci aux équipes aussi de l'INHA pour leur confiance, leur engagement. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui et je voulais vous dire qu'en préparant cet échange, j'ai découvert l'existence d'une exposition étonnante dont je n'avais pas entendu parler, sous la plume de l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, spécialiste de la question des restitutions d'œuvres d'art, autrice du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain pour Emmanuel Macron en 2018. Et dans les colonnes du Monde, elle évoquait une exposition intitulée « Africa Direct », qui s'est tenue en octobre dernier au musée Kanenko à Kiev. Et c'était une exposition consacrée aux arts du continent africain et qui mettait en relation les expériences de domination en Ukraine et en Afrique. Alors, c'était une exposition à l'initiative d'une très jeune équipe d'historiens et d'historiennes de l'art, très impliqués, qui avait à cœur de tisser des liens, de trouver des histoires communes, de fouiller des zones d'ombre, car dans l'histoire de l'art, il y a aussi du racisme, des réflexes de supériorité culturelle et parfois une difficulté à transformer de beaux principes dans des faits. Alors la nuit du vernissage de cette exposition a été marquée par de violents bombardements à Kiev. Plusieurs missiles ont détruit une centrale thermique et le lendemain, la moitié de la capitale était privée d'eau et d'électricité. Alors cette semaine, nous avons assisté le 24 février au triste anniversaire de 4 ans de guerre ouverte en Ukraine. Et aujourd'hui, nous sommes à Paris, donc pour ce débat autour de la décolonisation de l'art ukrainien. Nous allons essayer d'explorer cet exercice en fait de reconfiguration intellectuelle. En résumé, nous allons essayer de comprendre ce que décoloniser veut dire. C'est exactement en fait les mots qu'a utilisé Bénédicte Savoie dans son texte, comprendre ce que décoloniser veut dire. Je trouve qu'il est assez opérant pour nous aujourd'hui.
Et dans la tribune dont vous parliez, dans la tribune d'Anne-Solène Roland, qui parut dans l'IB donc, cette semaine, Anne-Solène citait la ministre de la Culture ukrainienne, je cite, « La décolonisation culturelle est un objectif majeur visant à supprimer l'influence russe imposée pendant l'ère soviétique et à réaffirmer l'identité nationale. » Alors qu'est-ce que ça veut dire de sortir de l'empire russe pour l'art ukrainien, pour les artistes ukrainiens, pour les historiens de l'art ukrainien, mais aussi pour les conservateurs et les institutions, à la fois en Ukraine et en France et à l'étranger. Quelle est la marche de l'émancipation alors que pleuvent les bombes depuis 4 ans? Alors pour étudier ce processus, Kristina Solomouka, vous êtes née à Kiev, en Ukraine, vous êtes artiste plasticienne, vous êtes professeure à l'ENSAD aussi, et vous avez étudié à l'école d'art industriel de Kiev. Et puis vous êtes arrivée en France à l'âge de 17 ans. Vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, et à travers la performance, la sculpture, le dessin, les installations, vous vous intéressez aux pratiques collectives, aux modèles politiques alternatifs, au mouvement de protestation à travers l'iconographie zapatiste par exemple, et l'humour est une composante importante de votre pratique. Nadia Kovalchuk, vous êtes née aussi à Kiev, vous êtes doctorante à la Sorbonne Université en ce moment et votre recherche porte sur le conceptualisme d'Odessa. Vous êtes aussi conservatrice du musée de l'école de photographie de Kharkiv. Et vous vous intéressez à, c'est une citation de vous que j'ai trouvée, que je trouve très belle, la souffrance d'un peuple qui revit le trauma de son récent passé colonial à chaque fois que l'orthographe de sa ville natale est alignée avec la langue de son agresseur actuel. Nicolas Liuchi-Koutnikov, vous êtes conservateur au Centre Pompidou. Vous avez coordonné beaucoup d'expositions au sein des collections modernes comme Politique de l'art, L'œil écoute ou Histoire d'une collection, mais surtout, ce qui nous intéresse, vous avez été commissaire des expositions Collectia, art contemporain en URSS et en Russie 1950-2000, c'était en 2016, et plus récemment, et c'est là que nous nous sommes rencontrés, pour l'exposition Ukraine, une donation contemporaine au Centre Pompidou en 2023. Alors pour commencer cette discussion, je me tourne vers vous, Kristina, et en fait j'aimerais bien que vous nous parliez de votre position d'artiste ukrainienne à Paris. Comment on crée quand on sait que son pays est attaqué? Comment est-ce qu'on résiste? Et est-ce que la résistance, c'est le cœur de cette décolonisation qui nous intéresse aujourd'hui? Ah. Merci. On est un peu trop loin du micro. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Alors, comme vous avez dit, je ne suis pas une historienne de l'art et donc je suis artiste plasticienne et je vais parler depuis ma pratique. Je pense que ce sera bien qu'on montre une image à cette occasion. Merci. Voilà, je pense d'abord par image, par des formes. Je vais donc vous montrer quelques images de mon travail pour situer d'où je parle et depuis quel endroit je réfléchis à ces questions. Je commence par le sol. L'aquarelle que vous voyez fait partie d'une série consacrée au paysage industriel. Ici, c'est l'est de l'Ukraine, à Kryvyi Rih, où j'ai grandi, donc c'est un paysage familier. La ville est structurée par extraction du fer depuis le 19e siècle. Le sol est à la fois ressource, infrastructure et enjeu stratégique. Kryvyi Rih a longtemps été raconté comme une périphérie industrielle d'un centre impérial, d'abord par l'Empire russe, puis par le pouvoir soviétique. Ces carrières concentrent plusieurs strates, une histoire industrielle, une économie extractiviste, des dépendances énergétiques et des tensions territoriales. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, elles sont aussi devenues des sites exposés, vulnérables, parfois objets de pression ou de négociation. On peut passer à la deuxième, s'il vous plaît.
Donc je choisis l'aquarelle, médium fluide et instable, pour représenter ces masses géologiques lourdes. Je ne cherche pas l'image spectaculaire du conflit. Ce qui m'intéresse, c'est la mémoire matérielle du territoire. Les titres sont longs et précis. Ils situent exactement le lieu et le contexte. L'image ouvre une perception sensible. Le titre la ramène à une réalité politique concrète. Donc mon travail se tient dans cet écart. L'image 3. Entre 2022 et 2023, avec une petite équipe, nous sommes allés en Ukraine pour mener des repérages et réaliser des entretiens, prendre le temps d'écouter sans chercher à lisser les contradictions. Nous étions particulièrement attentifs à la communauté queer en Ukraine parce qu'elle incarne une lutte à l'intérieur de la lutte, affirmer des existences minoritaires tout en traversant la guerre. Certaines s'engagent dans l'armée, d'autres soutiennent, documentent. Cette position de communauté queer dans la guerre produit des récits complexes qui ne se laissent pas réduire à une unité nationale simple ni à une opposition binaire. Ce projet ne s'est pas transformé en un film unique, il s'est déplacé vers plusieurs formes. Performance, lecture, discussion. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des situations d'écoute, de visibilité, d'interroger à travers des images la manière dont un territoire est raconté et par qui. Alors, l'image 4. Le titre part d'une confusion. Le canon comme norme dans l'histoire de l'art et le canon comme arme. Dans un contexte de guerre, cette proximité n'est pas abstraite, malheureusement. La performance est traversée par un geste simple. Pendant que je parle, Charlotte me coupe les cheveux. Ce geste renvoie à des scènes très concrètes. Au lendemain de bombardements à Kiev, les femmes maintiennent leur rendez-vous, les coiffeurs ouvrent leur salon, malgré les vitres soufflées et les plafonds fissurés. Ce n'est pas un épisode isolé, c'est une manière répétée de tenir le quotidien. C'est un geste de continuité. Donc pour moi, c'est aussi une manière féministe de parler de la guerre, du corps, du geste ordinaire, plutôt que d'une scène héroïque. Ce déplacement du regard est aussi une manière de déplacer les cadres dans lesquels on raconte l'art et la guerre. Sur scène, il y a aussi un sac de sport en plastique transparent. Il a l'air vide, il ne l'est pas vraiment. Il peut contenir des fragments, des histoires. Je pense ici à Ursula Le Guin et à son texte « The Carrier Bag Theory of Fiction », qu'on peut traduire par « théorie du sac porteur de fiction ». Elle oppose le récit héroïque, fondé sur l'arme et la conquête, et une forme de récit pensé comme un contenant qui rassemble et transporte. Et je me sens plus proche du sac. Et la dernière image, s'il vous plaît. Donc pour finir, un contenant qui rassemble. La Maison de l'Ours est un lieu que je co-dirige avec Paolo Codelupi à Paris depuis 2019. C'est un espace modeste. Nous organisons des projections, des discussions, des lectures. Nous travaillons la traduction et la circulation de récits liés à des contextes politiques précis. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus quand même de cette Maison de l'Ours ? Parce que c'est très intéressant. Est-ce que c'est pour vous un lieu de résistance ukrainien ? Comment est-ce que... Et pourquoi ça s'appelle la Maison de l'Ours ? Parce que pour moi, l'ours, c'est quand même l'ours russe. Mm-hmm. Donc j'aimerais un peu mieux comprendre ce nom. Et qu'est-ce qui s'y passe à la Maison de l'Ours ? Oui, l'ours c'est un symbole fortement associé à la Russie. C'est pas un hasard. Ce qui m'intéresse, c'est justement de déplacer ce symbole. C'est une forme de décolonisation du signe lui-même. Le projet qui donne le nom à notre lieu, c'est un projet que Paolo Codelupi et moi avons mené aux États-Unis, à Wyoming, autour d'un site appelé Devil's Tower,
Devil's Tower est un nom colonial. Les peuples autochtones appellent ce lieu Bear's Teepee ou Bear's House, basiquement maison de l'ours. Donc ce déplacement de nom, cette tension entre le nom imposé et le nom autochtone nous a tout de suite intéressés. Et quand nous avons créé notre association, le nom s'est imposé parce qu'il portait déjà cette histoire de capture symbolique. Donc l'ours n'appartient pas à un État, c'est un symbole très ancien, il est traversé par plusieurs cultures. Et je ne peux pas dire que c'est un lieu uniquement de résistance ukrainienne. Je pense que c'est une plateforme qu'on donne à des personnes, à des collectifs pour en débattre, pour pouvoir se situer. Mais bien évidemment, puisque je suis connectée de manière très proche à la scène ukrainienne, c'est aussi une façon de donner la parole à des personnes qui viennent en France. Et ces dessins que vous nous avez montrés au début, en fait, vous les avez réalisés depuis la France? Vous avez été sur place? Comment vous avez procédé pour les créer? Alors c'est vrai que j'ai une très grande base de données. Je prends des photos régulièrement, comme beaucoup d'artistes. Et mes derniers voyages à Kryvyi Rih datent de 2008, je crois. Donc c'est assez ancien. Donc je m'appuie à la documentation que je produis moi-même, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de trouver des images sur Internet, m'appuyer sur des photos, sur des documents et produire quelque chose qui n'est pas une reproduction des images, mais quelque chose qui part de cette hybridation et de cette réflexion. J'aime beaucoup votre histoire de canon de l'histoire. Et Christina, donc, vous dites dans les canons de l'histoire de l'art, on entend le mot canon. C'est ça que vous nous aviez dit quand on a préparé cette conférence. Et Nadia, je voulais savoir si est-ce que vous l'entendiez aussi, ce mot dans le canon de l'histoire de l'art. Et est-ce que, alors que les Russes attaquent l'Ukraine, est-ce que vous avez pointé toutes ces méthodes de pillage de l'armée russe, de l'anéantissement de la culture ukrainienne, et qu'est-ce que c'est décoloniser pour vous? Oui, merci beaucoup Clémentine, merci Christina aussi pour ton intervention. Effectivement, je voudrais réagir sur ce mot qui est extrêmement fort, que tu as employé tout à l'heure, et qui, pour moi, concentre énormément des violences et des modes opératoires des empires, qui est le mot extraction. Extraction qui ne procède pas uniquement par extraction des ressources naturelles, mais également extraction culturelle, artistique, intellectuelle, appropriation des noms, des héritages, des objets, afin de réattribuer, recadrer, reclasser, repositionner ces objets et ces normes dans un narratif impérial afin de le renforcer, lui redonner une force symbolique plus forte. Alors, effectivement, si on considère pillage des objets muséaux comme étant aussi un exemple de ces extractions que les empires effectuent à l'égard de leurs colonies, pour les Ukrainiens, ce n'est pas du tout une histoire nouvelle. Il s'agit d'un mode opératoire que ces pays, ces territoires a subi depuis des années, depuis qu'une partie de ces territoires s'est retrouvée sous l'emprise de l'Empire russe. Donc, et au fil des années, à travers les excavations, à travers les transferts institutionnels, un tas d'objets en provenance du territoire de l'Ukraine ont atterri dans les collections des musées russes, en Saint-Pétersbourg, à Moscou. Donc on retrouve une pléiade des objets des Russes de Kiev, les objets archéologiques des culture sites,
qui ont été réintroduits donc, dans l'histoire russe. Il s'agit aussi de non-restitution des objets des musées des Ukrainiens qui ont été envoyés en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment musée Kanenko est victime de ces non-restitutions. Plusieurs de ces objets n'ont jamais été retournés en Ukraine. Et ces modes opératoires, nous le savons très bien, qu'ils continuent jusqu'aujourd'hui. Les exemples paradigmatiques, c'est l'exemple de Kherson. Quand les troupes ukrainiennes ont retrouvé les musées à Kherson, ils étaient complètement vidés de leur contenu, avec les cimaises complètement vides, avec les tables complètement vides. Et donc, moi et nous, en tant que cofondatrice du musée de l'école de photographie de Kharkiv, nous sommes parfaitement au courant de ces procédés que l'Ukraine a subi depuis l'emprise de l'Empire russe et ensuite sous l'Union soviétique, et ces processus qui continuent aujourd'hui. Et dès les premiers jours de l'invasion à grande échelle, donc 24 février 2022, nous avons procédé à l'évacuation avec l'aide des bénévoles qui ont pris le danger de se déplacer afin de... On peut peut-être montrer... Est-ce que je peux avoir... Je pense que ce sera plus facile, oui. Excusez-moi, oui, c'est moi qui vous a fait... c'est pas ça, voilà. Je veux vous montrer, histoire de nous situer un peu dans le contexte. Donc, nous avons évacué les archives et les objets de nos collections les plus précieuses, parce qu'encore une fois... Certains objets ont dû rester en place à cause de leur gabarit. Et grâce au courage de ces bénévoles, grâce au soutien aussi à des fondations comme Prince Claus Foundation par exemple, nous avons pu évacuer ces collections qui sont actuellement en sécurité en Europe et qui ont été... exposé à de nombreuses reprises depuis le début de l'invasion à grande échelle des fédérations de Russie. Et il faut juste savoir que c'était un musée qui allait s'ouvrir et qui n'a pas pu ouvrir à cause de la guerre. Oui, exactement. Les travaux ont été en cours. Encore en février, on était en train d'installer les lumières dans nos locaux, qui se trouve dans un endroit industriel, donc sous un danger permanent. Et l'ouverture était prévue pour septembre, donc nous avons développé un programme où nous avons prévu intégrer toute la ville à travers les collaborations avec plusieurs institutions de Kharkiv, afin de faire profiter de notre collection la ville en elle-même et tous ses habitants. Donc décoloniser, c'est sauver déjà. Déjà, ça serait bien un jour, effectivement, mais on y croit. Vous avez aussi posé la question sur qu'est-ce que décolonisation pour moi. Je pense que ce serait bien de pointer peut-être le statut et la position depuis laquelle je vous parle aujourd'hui. Je voudrais bien être transparente envers moi-même et envers peut-être ceux à qui je m'adresse. La guerre a profondément influencé non seulement du point de vue émotionnel et moral. Je suis ukrainienne et je me trouve dans ce double contexte franco-ukrainien, disons. Mais aussi, il a profondément influencé mon travail de recherche, étant donné que j'ai dû changer mon sujet de thèse. Initialement, en effet, j'ai travaillé sur les pratiques photographiques dans l'art non officiel soviétique dans plusieurs républiques en Union soviétique, donc pas uniquement, je n'étais pas concentrée sur l'art ukrainien. Ce qui m'intéressait, c'est à travers cette prisme des nouvelles histoires impériales, à travers optique des histoires entremêlées, m'intéresser à circulation, transfert, mutation des pratiques dans plusieurs régions. Et donc, en 24 février, j'avais, pour vous dire, les billets pour Moscou dans
dans ma poche. J'étais censée partir donc consulter les archives, travailler avec les institutions. D'un jour au lendemain, ce n'était plus possible, ni des points de vue sécuritaires, ni des points de vue donc strictement moral. Et aujourd'hui, voilà, depuis 4 ans, je me trouve clairement dans ce clivage qu'il ne s'agit pas pour moi de dissimuler. D'un côté, je suis historienne de l'art, donc je cherche une certaine idéal d'objectivité et de distance m'habite. Et de l'autre côté, je suis toujours cette citoyenne qui se trouve dans cette situation des violences, de destruction, des douleurs immenses. Et je ressens nécessité de témoigner, de nommer et aussi me porter un peu comme intellectuel public, ce que je fais par exemple aujourd'hui, et donc de défendre certaines valeurs. Et donc je ne cherche pas à dissimuler ce clivage, mais je cherche à y trouver les ressources, la force, et aussi ce clivage m'amène à être plus attentive envers les cadres et les récits qu'on emploie, et dont certains continuent d'employer même aujourd'hui dans notre cadre académique ou muséal, peut-être sans forcément nous en rendre compte. Et Nadia, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots justement sur votre travail de thèse ? Est-ce qu'il y a une perspective de décolonisation dans votre thèse ? Est-ce que vous avez des images à nous montrer, par exemple ? Oui, tout à fait. Est-ce que je peux dire 2 mots, parce que ce travail pour moi a commencé avec le travail sur l'école de photographie des Kharkiv. Il a commencé avant que donc en 2018, déjà le Donbass était envahi, la Crimée a été annexée. Et je commence à travailler avec ces foyers photographiques extrêmement foisonnants, dont l'une des figures, l'un des représentants le plus connu international, Boris Mikhailov, est connu par tous mes pairs en France comme russe ou comme une figure soviétique. Donc ici, déjà, pour moi, il s'agissait de rétablir les faits. Le fait qu'il s'agit d'un artiste qui a effectué presque toute sa carrière artistique en Ukraine, qui a photographié énormément en Ukraine, à Kharkiv, en Crimée, à Kiev, à Berdiansk. Donc toutes ces photographies presque exclusivement sont faites en Ukraine. Mais il s'agissait aussi pour moi de reconstruire une autre dynamique des relations que celles que nous utilisons souvent quand on parle de l'empire et des colonies, donc entre centre et périphérie. Et là, j'ai découvert que, en fait, m'intéressant à des relations avec autres périphéries, soi-disant périphéries, en Ukraine ou dans les pays baltes, par exemple, je retrouve plus de ressources pour illuminer les échanges fructueux, les dynamiques des discussions, dynamiques où les photographes de ces milieux ont pu puiser l'inspiration afin de dépasser le cadre du réalisme socialiste, des dogmes de la photographie soviétique. Et donc, ce qui m'a emporté ici, c'est que en fait, c'est surtout à travers leur relation avec les photographes des pays baltes, avec les autres villes et photographes en Ukraine, mais aussi à travers l'inspiration des photographies polonaises ou tchécoslovaques, et non pas à travers la relation avec Moscou, par exemple, que les relations avec ces, disons, périphéries ont été beaucoup plus fructueuses et importantes, en fait. Donc le fait de soulever ces circulations fait partie, en plus de rétablir bien sûr les faits, fait partie pour moi dans ces processus des colonisations, des narratifs que nous héritons aujourd'hui. Quand je dis que nous les héritons encore aujourd'hui, je ne le dis pas sans témoignage très concret, puisque
c'est avec l'exposition d'école de photographie de Kharkiv que le Centre Pompidou a commencé à montrer ses collections récemment acquises de l'art ukrainien. Et très rapidement, le Centre des sciences et des cultures russes a publié c'était juillet 2022, vous pouvez toujours trouver cette publication, a publié un avis comme quoi il ne s'agit pas de l'art ukrainien, parce que ce n'est pas un art régional, où on ne voit pas les tridents ou autres signes nationaux, où on ne voit pas aussi la position anti-russe. Donc il ne s'agit pas de l'art ukrainien, il s'agit de l'art soviétique. Alors pour revenir... fonctionne pas. Parce que votre recherche à la Sorbonne, c'est sur le... Oh, voilà, c'est bon. Et en ce moment, effectivement, une fois que j'ai changé le sujet de ma thèse, je me suis concentrée sur un autre point extrêmement intéressant dans l'histoire de l'art soviétique, mais aussi ukrainien, qui est ces cercles des conceptualistes de dessin. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que, à la différence des cas de Kharkiv, ces cercles qui s'est formé à Odessa au début des années 80 a développé les liens extrêmement forts avec Moscou et avec la communauté artistique de Moscou, qu'il ne s'agit en aucun cas pour moi de nier. Ces liens c'est traduit à travers la participation dans les expositions, dans les projets, dans les discussions communes, jusqu'au point où le titre même, cette étiquette de conceptualisme de Moscou, a été forgé en parallèle du conceptualisme de Moscou. Et le projet de mon travail partait du constat que tous ces artistes, en fait, aujourd'hui, sont connus comme étant participants de ces mouvements du conceptualisme de Moscou. L'idée pour moi, c'était encore une fois, en aucun cas, de nier les liens et l'importance de leur échange et de leur travail à Moscou, mais de, comme j'ai bien aimé aussi la notion de Christina, déplacer le regard, le complémenter de ces contextes odessites très particuliers, avec un héritage culturel extrêmement fort, avec l'influence de topographie même de la ville qui a défini leurs travaux. Ici, c'est un exemple extrêmement illustratif. Il s'agit d'un dessin de Yuri Liderman, donc, qui reproduit ce littoral d'Odessa et qui démontre donc, point par point les endroits dans lesquels telle ou telle idée ont été nées dans la conversation avec son père, avec son collègue. Sergueï Anofriev, qui est représenté comme un ange dans le coin supérieur gauche. Non, pas ça, excusez-moi. Il s'agit aussi de démontrer à quel point donc, la ville, ce n'est pas uniquement un décor, mais qui peut devenir et qui devient de fait dans ses œuvres comme une machine visuelle, un dispositif visuel aussi, qu'il s'agit de cadrer. Par exemple, ici, nous voyons dans cette documentation de performance cave comment ces croix elles traversent les rochers pour ensuite se cacher dans la cavité, et ensuite cette photographie finale où le croix cadre cette immensité de la mer, donc où le paysage lui-même devient un dispositif. Et enfin, la dernière image que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. L'image qui nous donne à voir donc Yuri Liderman tourné dans cette posture dos au spectateur et face à l'immensité de la mer, qui évoque donc tout de suite cette photographie, ce tableau extrêmement connu de Caspar David Friedrich, oui, mais qui en même temps, quand on lit le titre, tout de suite nous repositionne et nous donne à comprendre ces gestes. Si l'on se tourne vers le sud, Moscou restera loin derrière. Donc la recherche enfin, c'est pas la recherche, mais le constat que pour eux, il s'agit d'autres horizons que seulement celui de communauté de Moscou, et aussi qui démontre que la réflexion sur le rapport
avec la communauté de Moscou, la réflexion critique est déjà un cours à ce moment-là et qui est important pour eux. Donc je ne vais plus accaparer le temps de parole. Je voulais que Nicolas rebondisse peut-être sur le conceptualisme d'Odessa, parce que quand j'ai dit que Nadia travaillait sur ce sujet, vous étiez soudain très très content. Vous, Nicolas, vous avez travaillé sur plusieurs expositions qui, justement, ont soulevé ces questions de problématiques coloniales, notamment ça a commencé avec l'Expo Collectia dont je parlais. Est-ce que vous pourriez nous en redire quelques mots, parce que c'était en 2016 déjà, donc c'était 2 ans après l'invasion de la Crimée. Est-ce que pourriez-vous nous raconter un peu comment ces questions ont émergé à ce moment-là avec cette exposition ? Oui, merci Clémentine. En effet, en 2016, le Centre Pompidou a eu l'opportunité, il faut le dire, de travailler avec une fondation russe pour constituer une... Les photos, je crois que c'est pas la peine dans l'immédiat, merci. Pour constituer une collection qui reflète effectivement la création artistique en URSS et en Russie, allons-nous dire. Nous avions déjà au Centre Pompidou une collection moderne, mais on y reviendra peut-être d'ailleurs parce que les questions se posent aussi sur cette question, une collection moderne créée par des artistes issus de l'ancien empire russe, et donc de différents pays, aujourd'hui comme l'Ukraine bien sûr, mais nous n'avions pas nous avons très peu d'œuvres contemporaines issues donc de l'ex-URSS. Et donc on a considéré que c'était une opportunité bien sûr de travailler avec cette fondation. Je passe très vite sur ce projet, mais en tout cas, il est certain que dès les prémices, on s'est rendu compte que la fondation, d'ailleurs je tiens à dire par honnêteté intellectuelle qu'elle était une fondation de très grand niveau de sérieux, je dois dire, presque à l'américaine, malgré tout ce que je peux penser bien sûr de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, et voilà. Mais en tout cas, cette fondation, malgré ce sérieux, était tout de même guidée par l'idée qu'on a ensuite découverte et qui s'est exposée de façon très nette lorsque la guerre a commencé, de quand même promouvoir la culture russe à travers des projets d'exposition. Ça, c'était tout à fait clair au bout d'un certain temps, surtout lorsqu'on s'était interrogé sur le titre et le sous-titre à donner à l'exposition. Puisqu'il était question au début justement, et ça rejoint ce que disait ma voisine sur l'école de Kharkov, il était question de centrer le discours sur l'art en Russie, je dirais. Or évidemment, j'étais conscient avec ma collègue Olga Siblova, elle-même russe, que beaucoup d'artistes de l'ensemble d'œuvres que nous avions acquises ou que nous étions en train d'acquérir n'étaient pas russes, et certains d'ailleurs ne voulaient surtout pas être mis sous l'ombrelle de la Russie, comme cet artiste qui est derrière nous, Yuri Lederman, qui est un formidable artiste, qui a tout de suite dit « Je ne participerai pas à l'exposition, je ne veux pas qu'une œuvre soit donnée et montrée dans l'exposition, si l'exposition s'appelle, admettons, l'art en Russie ou l'art russe depuis cette période ». Donc nous avons trouvé ce compromis avec la Fondation de donner comme sous-titre à cette exposition Collectia « Art en URSS et en Russie ». Alors là, je dois dire que sur ce point sémantique, il y a un élément qui m'intéresse quand même particulièrement et que j'aimerais peut-être développer, j'espère de façon pas trop maladroite. C'est que pour moi, il était très important d'appeler cette exposition Art en URSS et en Russie, parce qu'il me semblait que, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, l'usage de l'adjectif national est problématique. Aujourd'hui, quand on parle d'art français, on n'ose plus parler d'art français, de fait, parce que ça évoque quand même des périodes de la critique d'art et de l'histoire de l'art très nationalistes. On ne parle plus d'art allemand. On parle d'art en France, on parle d'art en Allemagne. On évite le piège de la nationalité. Et donc, ce piège-là, justement, c'est le piège que
vous évoquez sur l'école de Kharkov, l'opposition entre votre qualification d'art ukrainien et d'art soviétique. En fait, c'est un art ukrainien, évidemment, mais c'est aussi un art soviétique, puisque ça se déploie à l'époque soviétique. Donc l'usage de cet adjectif est problématique et piégeux. C'est pour ça que moi, à l'époque, j'avais vraiment insisté pour qu'on parle plutôt de scène en Russie ou en URSS, pour justement ne pas laisser entendre que l'art avait une dimension nationaliste, ce que je ne crois pas. En tout cas, les artistes qui m'intéressent ne sont pas des artistes nationalistes. Voilà. Après, sur le nom même, et là je fais une petite digression, d'art ukrainien que vous employez dans ce débat, que vous employez également, je vais peut-être aller à l'encontre de ce que je viens de dire, parce que je pense que justement, dans le cas de l'Ukraine ou de n'importe quel pays colonisé, récupérer un adjectif national et le revendiquer, c'est un acte d'affirmation qui est tout à fait nécessaire, et c'est un préalable à passer à un autre niveau qui dépasse justement le stade du qualificatif national. Je me suis un peu... Mais c'est pour ça que vous avez... D'où la donation et la deuxième exposition. Voilà. Donc, ça c'est pour l'aspect sémantique. Ce qui est intéressant après dans cette exposition, c'est que, bon, on avait été aussi alerté à l'époque de l'exposition Koleksia que certains artistes russes avaient ostensiblement été des soutiens de l'invasion de la Crimée, et on n'a pas spécifiquement cherché à acquérir leurs œuvres, bien au contraire, puisqu'on avait quand même la conscience à l'époque de cette situation catastrophique. Et ce qui s'est passé lors du vernissage de Koleksia, ou plutôt d'un second vernissage, parce que l'exposition a eu plusieurs ouvertures, il y a eu plusieurs donations successives, et donc plusieurs vernissages. Finalement, 500 œuvres ont été acquises. Un couple de collectionneurs ukrainiens est venu et nous ont dit: nous voulons faire la même chose pour l'Ukraine. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on voyait tout de suite que ce n'étaient pas des oligarques comme celui qui nous avait permis de faire cette collection. C'était des gens très simples, qui étaient entourés d'autres gens très simples. Là, peut-être qu'on peut montrer quand même quelques images que je vous ai mises sur le PowerPoint. C'est des gens pour lesquels j'ai une profonde amitié, profond respect, des collectionneurs passionnés par l'art de leur pays, qui se sont dit, voilà, il vous manque dans la collection des œuvres essentielles d'artistes ukrainiens, donc nous allons vous aider à constituer une collection d'art ukrainien. Et c'est le monsieur qui est ici au centre auquel je lui rends hommage, Zenko Afanassis, qui a été l'initiateur de ce projet, avec un groupe d'une dizaine de collectionneurs de Kiev, d'Odessa, de Kharkiv, des collectionneurs donc qui se sont fédérés pour apporter au Centre Pompidou des œuvres d'art ukrainien. Je le dis de façon très, très limpide. Et en effet, c'est un projet formidable parce que ça m'a permis, bon, peut-être entre parenthèses, j'ai quelques attaches ukrainiennes puisque j'ai une partie de ma famille qui vit à Lviv. Donc pour moi, c'était aussi important de partir dans ce pays qui m'est cher. Et un pays que je ne connaissais pas très bien, hormis Lviv, et justement que j'ai découvert à travers ces visites. J'aurais dû marquer Kharkiv ici. Mais donc on a visité Kharkiv, on a visité Odessa, on a visité Kiev. Et pour moi, la grande découverte, c'était celle tout de même d'une singularité extrêmement forte dans chacune de ces villes. À Kharkiv, ma voisine l'a souligné, une école de photographie tout à fait originale, ancrée dans la dénonciation de canons socialistes, réalistes socialistes, à travers la célébration d'un corps nu, libre, célébration de la vie, si on veut le dire de façon assez rapide. Et en effet, le constat quand même que des artistes comme Boris Mikhaïlov ont été, parce que vous parliez de Lederman, mais Mikhaïlov a aussi été mis dans s'est subsumé dans cette grande chapelle du conceptualisme moscovite par Boris Groys, dans un livre qui lui a été consacré. Or, à Kharkov, les choses sont bien loin du conceptualisme moscovite. C'est une école, je dirais, sui generis, qui a ses propres racines, qui a son propre style, si on veut parler dans un langage plus académique,
qu'on ne peut comparer à rien d'autre au même moment dans l'Empire soviétique. Vous avez parlé aussi d'Odessa, donc je n'y reviendrai pas, mais là aussi une grande singularité liée à un usage du langage très tôt. Je ne sais pas où est la slide, mais il y a des œuvres extrêmement précoces de Odessa qui font intervenir le langage dès les années 60. Attendez, on va y aller. Voilà, celle-ci de Oleg Sokolov, donc, qui démontre en fait, parce que là on est, pour ceux qui connaissent la période conceptualisme moscovite, elle commence dans les années 70, là on est dans les années 50-60, et on voit que déjà à Odessa, l'œuvre plastique se réduit déjà à l'usage du langage à travers quelque chose qui travaille sur le langage et qui travaille de double sens dans la langue russe entre comment manger et comment être en quelque sorte. Donc quelque chose qui est là aussi tout à fait singulier dans son mode d'apparence. Et puis Kiev, qui était pour moi aussi une autre découverte, une ville dans laquelle il y avait une tradition de la peinture monumentale très établie. D'ailleurs, beaucoup d'artistes ukrainiens en provenance de Kiev étaient très souvent exposés à l'époque soviétique à Moscou dans les grandes expositions. Et dans la période plus contemporaine, des artistes comme Kadan ou comme Kadyrova, dans la slide d'après, qui, donc dans la période de l'après-chute de l'URSS et de l'Ukraine indépendante, vont s'attacher à travailler ce passé post-soviétique et à voilà, essayer de mettre en crise cette mémoire ukrainienne et cette nouvelle identité ukrainienne. L'œuvre de Kadan qui était montrée juste avant, pardon, je ne vais pas vous utiliser comme mon ouvrière, donc je reprends, c'est juste pour ne pas vous embêter. Au contraire, ça me fait plaisir de montrer ces œuvres. Tant mieux. Cette œuvre-ci de Kadan est absolument superbe, elle a été montrée justement à la donation, elle s'appelle Pédestal, elle est une œuvre in situ, donc elle est censée en fait avoir la taille presque du plafond de la salle d'exposition dans laquelle elle est exposée. Elle est reconstruite à chaque fois qu'on la montre, elle est détruite lorsqu'elle a fini d'être montrée. C'est un piédestal qui ne contient, comme vous le voyez, aucune statue, un piédestal typique de l'époque soviétique, donc il ne reste plus que le piédestal, mais le symbole idéologique a disparu. La salle est emplie par ce socle qui bloque les circulations autour, et c'est une métaphore en quelque sorte de la situation d'un pays qui essaye en quelque sorte de dépasser ce passé soviétique qui reste encore évidemment extrêmement pesant. Donc une œuvre qui est complètement empreinte dans cette question mémorielle. Voilà, je pourrais parler beaucoup. Hein, mais Oui, Nicolas, justement, vous êtes là pour nous parler de l'institution, de comment ça se passe, comment recevez-vous tout ce conflit et est-ce que vous travaillez, par exemple, sur les cartels, sur les archives racontez-nous un peu comment on décolonise au sein du musée. Ouais, je crois que, en fait, avant de décoloniser au sein du musée, ce qui est très, très important, je crois, c'est un travail d'ailleurs qui a été initié bien avant la chute de l'URSS par des gens éclairés. Je pense, et ça revient un petit peu à tout ce que vous disiez avant, je pense que ce qui est le préalable à tout cela, c'est tout de même que des historiens de l'art produisent des récits qui vont aller à l'encontre de récits de type coloniaux. Et donc, en France, on a eu une historienne de l'art d'origine ukrainienne qui s'appelait Valentine Marcadet, qui a joué un rôle tout à fait majeur dans la requalification de ce qu'on a très longtemps appelé l'avant-garde russe, qui était un mot valise, un mot fourre-tout, dans lequel on a mis absolument tous les artistes de l'Empire russe, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur culture. Et donc, cette Valentine Marcadet et son mari qui est toujours parmi nous, Jean-Claude, se sont toute leur existence acharnés et ont travaillé à proposer l'idée qu'il y avait d'une avant-garde ukrainienne. Et d'ailleurs, un jour, petite anecdote, je présentais une conférence de Jean-Claude Marcadet dans le cadre de l'exposition Colexia, et je l'ai présenté, c'est un vieux monsieur qui doit avoir 85 ans aujourd'hui, je l'ai présenté comme un spécialiste de l'avant-garde russe, et j'ai entendu derrière moi et ukrainienne. Donc
il y tient vraiment. C'est des gens comme ceux-là qui, je pense, sont nécessaires. Il y a aussi beaucoup de jeunes historiens de l'art ukrainien aujourd'hui, comme vous, Alissa Loshkina, qui écrivent une histoire qui justement donne à voir des choses qu'on ne connaissait pas ou requalifie l'œuvre d'artiste qui est faussement qualifiée. Et donc, voilà, ça c'est, je pense, un travail préalable. Après, je crois que le musée doit vraiment suivre ce travail mené par les historiens de l'art. Et du côté du musée, il est vrai qu'il y a un énorme enjeu sur la qualification des artistes dans nos inventaires, dans nos bases de données. Alors au Centre Pompidou, ce qui nous sauve quand même, je dirais en partie, et ce qui... Enfin maintenant on est fermé, mais à l'époque où on était ouvert, rendait moins urgent ce travail de fond, c'est qu'on n'a pas la tradition dans nos cartels en salle de donner la nationalité de l'artiste. On se contente d'indiquer son lieu de naissance et son lieu de décès, ce qui est un choix de très long terme. Et donc on a échappé de façon, je pense, positive aux protestations tout à fait justifiées qui ont pu être émises par rapport à des musées américains qui, eux, indiquent une nationalité pour chaque artiste, parfois une nationalité erronée et voilà, faussement définie. Après, c'est vrai qu'on reste quand même, du point de vue de l'inventaire, dans des questions qui sont importantes. On a toujours une entrée nationalité qui se trouve quelque part dans l'inventaire, et c'est vrai que c'est toujours un casse-tête gigantesque à gérer, mais c'est pas propre à l'Ukraine. Moi, maintenant, je m'intéresse en partie pour des raisons, disons, de recherche au cas algérien, et on voit bien qu'on tombe sur exactement les mêmes problématiques dans le cadre du musée quant à la nomination du passé, de la biographie de l'artiste et de la qualification de sa nationalité. En fait, c'est un problème qui est propre à tous les pays colonisés et à tous les pays colonisateurs. Nadia, vous aviez envie de réagir sur cette question de la langue, du langage, de la façon dont on nomme les choses, puisque ça fait partie de votre travail. Oui, en fait, il y a un autre point sur lequel j'aimerais que les institutions aussi bien muséales que les institutions publiques, françaises et étrangères, prennent davantage de conscience. C'est non seulement la nationalité qui peut être plurielle, les identités nationales peuvent être plurielles, comme dans le cas des représentants de ces avant-gardes des Russes, qui gomment complètement la complexité de leurs représentants, comme tout d'abord Kazimierz Malevich, qui est à la fois d'origine polonaise, qui est né en Ukraine, qui s'est énormément inspiré par sa vie, sa formation, ses voyages en Ukraine, comme Alexandra Exter, qui le même sujet, qui a travaillé aussi bien en Russie qu'en Ukraine énormément, que Sonia Delaunay, dont nous avons les écrits de ses mémoires et de ses souvenirs de son enfance passée à Odessa. Donc, en outre, ces questions complexes de nationalité et de pays d'origine, auxquels ce serait bien quand même que les musées soient plus attentifs et plus conscients. Je voudrais pointer un autre problème qui est celle des translittérations, qui me tient extrêmement à cœur et pour lequel je me bats depuis plusieurs années dans les discussions et dans les différents débats, à savoir déjà translittérer les noms des villes toponymes ukrainiens selon leur prononciation en ukrainien. Quand il s'agit, surtout pour moi, ce qui est le plus douloureux, c'est la ville de ma naissance, Kiev, qui est systématiquement transcrit en français comme Kiev. Et dans cet usage, il n'y a rien de neutre, en fait. Il y a plusieurs Français qui m'opposent qu'il s'agit d'une tradition, habitude installée. Donc, quand il y a une habitude, quand il y a une tradition, donc en France, on ne cherche pas forcément à la changer. D'accord, Kharkiv, il n'y avait pas beaucoup de choses qui ont été écrites à Kharkiv avant,
disons 2014. Donc ça, on est d'accord, puisqu'il n'y a pas beaucoup de textes, nous allons peut-être utiliser Kharkiv, alors que quand il y a les raisons de réparer l'injustice, réparer la violence épistémologique, je pense que ces usages, ils peuvent être sujets de modification. Et il s'agit de même pour les noms des artistes, surtout pour les noms des artistes contemporains, qui ont une translittération assez différente de celle qu'on l'utilise en langue russe. Voilà, donc c'est une question qui, pour moi, participe aussi dans ces processus de décolonisation. Et si vous me permettez, je voudrais, puisqu'il s'agit d'un débat et non pas de la propagande, disons, je voudrais quand même pointer les dangers, disons. Voilà, maintenant Allez-y, on est là pour ça. On a souligné effectivement les gestes, les actions nécessaires. Ensuite, la décolonisation, et plusieurs chercheurs et auteurs se rendent compte, il a les dangers de se terminer un nationalisme méthodologique. C'est que M. Luigi Gutnikov a tout à l'heure souligné. Et donc, pour moi, par exemple, comme pour une chercheuse pour qui l'optique décoloniale est pertinente et est d'actualité, je pense qu'il est absolument nécessaire de tenir en compte de prendre en compte ces dangers, de créer les narratifs homogénéisants, téléologiques, au fond, de reproduire les mêmes schémas qu'on s'est servi en Union soviétique, par exemple. Et cependant, et là je suis absolument d'accord avec M. Luigi Gutnikov, le cas de l'Ukraine comme un pays qui a subi l'exploitation coloniale, Histoire nationale peut, de façon peut-être étonnante, proposer les options critiques envers les narratifs impériaux, et qu'il peut devenir, si nous restons critiques, si nous restons conscients des dangers d'essentialisation, peut devenir un outil créatif et critique. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que dit la ministre de la Culture ukrainienne ? À savoir la citation que j'ai dit au début, réaffirmer l'identité nationale, ça vous... Moi, je pense qu'on est réaffirmé pas, on découvre. On la découvre au fur et à mesure, et on découvre qu'elle est plurielle, puisque l'Ukraine est un pays extrêmement polyethnique, dont l'histoire est traversée par les identités plurielles et par les mémoires parfois contradictoires. Et toute cette difficulté et pluralité, il s'agit de comprendre, écouter et reconstruire, et non pas dessiner ou de proclamer. Christina, vous aviez envie de nous lire quelques phrases, il me semble, ou quelques devinettes. Peut-être qu'on peut finir sur ces devinettes avant de passer aux questions de la salle. Merci Clémentine. J'aimerais quand même d'abord réagir très rapidement, plus sur un ressenti et peut-être plus des effets structurels d'une exposition comme Collectia en 2016. En 2016, je ne peux pas m'abstraire du contexte. La Crimée est occupée depuis 2 ans. La guerre est en cours dans le Donbass. Et en fait, dans ce cadre, représenter la Russie dans une grande institution occidentale a des effets diplomatiques, voulus ou non. Donc, c'est vrai que ça a
à mon sens, normalise la Fédération de Russie autant qu'interlocuteur culturel international. Et puis, je suis d'accord avec vous au sujet du titre. Effectivement, le titre suggère aussi une continuité entre URSS et Russie qui mérite d'être interrogée. Et donc, oui, pour répondre à votre question, dans ma performance... Pardon ? Après, je voudrais vous répondre sur la question. Voilà, dans le contexte de guerre, ces questions prennent une dimension très concrète et je vais répondre par mon travail. Dans ma performance musée d'un pays en guerre, j'explore ce qui arrive à un musée dans un pays traversé par un conflit. Le centre, le territoire, l'autorité du récit ne sont plus des notions abstraites. Et pour rendre cela sensible, j'ai choisi une forme très simple, la devinette donc. Devinette. Si les trésors archéologiques quittent leur musée pour une exposition à l'étranger, mais que, entre-temps, leur terre d'origine est annexée, à qui doivent-ils revenir ? À la nouvelle puissance qui contrôle le territoire et revendique son héritage, ou au pays qui les avait prêtés, défendant son droit à préserver son patrimoine. Qui l'emportera ? La légitimité historique, le droit international ou la force des faits accomplis ? Je voulais juste réagir sur l'exposition Colexia, ce que vous disiez. Je comprends ce que vous dites, mais dans le même temps, si on regarde ce qui était montré à l'exposition Colexia, si on se souvient des artistes qui étaient montrés, il s'agissait d'artistes qui étaient des artistes non officiels, des artistes qui étaient restés dans une ombre totale, voire plus dans les souterrains pendant la période soviétique. Donc des artistes qui partageaient cette condition, si j'ose dire, opprimée, avec d'ailleurs les artistes ukrainiens qui étaient également, comme Lederman, dans l'exposition. C'était pas une exposition à la gloire de la Russie, c'était une exposition qui justement s'attachait à montrer tout ce que le pouvoir soviétique avait voulu cacher pendant son existence depuis les années 60. Et on montrait justement beaucoup d'œuvres de la période de la perestroïka qui étaient extrêmement incendiaires vis-à-vis du pouvoir, avec des vulgarités immenses. Donc, je comprends ce que vous dites. Dans le même temps, quand on a fait cette exposition, et là encore, je reviens sur cette fondation et sur son sérieux, et sur le fait tout de même qu'à part le titre, elle nous a laissé indépendants, on n'a jamais été d'une façon ou d'une autre dirigé dans le choix d'œuvres qu'on montrait. Et je pense que c'est une exposition tout de même qui donnait malgré tout, après c'est une exposition d'art soviétique et russe si on peut dire, mais qui donnait malgré tout, aujourd'hui c'est difficile à dire vu le contexte, mais le sens de la liberté, dans la mesure où tous ces artistes qui étaient montrés avaient tous, à leur façon, été opprimés, qu'ils soient russes, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient du Caucase. Voilà, donc je comprends ce que vous dites et je comprends que vous ayez pu être heurté par l'exposition dans un contexte qui était déjà celui de la guerre. Mais dans le même temps, pour moi, en tout cas en tant que commissaire d'exposition, c'était aussi le moyen de montrer un art qui n'existait pas et qui, d'ailleurs, n'est plus montré aujourd'hui en Russie. Si vous allez à la galerie Tretiakov, les artistes qu'on a montrés au centre Pompidou ont été totalement évacués comme anti-patriotiques des galeries nationales. Je voulais juste préciser ça. Aussi, le fait que il y a aussi des artistes russes qui sont des dissidents encore aujourd'hui. Et voilà. Donc c'était important pour l'institution. Qui partagent le sort, je crois, d'autres artistes eux-mêmes opprimés. Merci Nicolas. Peut-être que ça fait 1 heure qu'on parle. Peut-être que la salle a des choses à dire ou des questions à poser pour ajouter. Je vais enchaîner ce qui vient d'être dit. En fait, votre devinette qui est tout à fait révélatrice de la situation en Ukraine aujourd'hui. À qui appartient le patrimoine
transféré, volé ou prêté. Et s'il doit retourner, à qui? Et ça me renvoie à un projet qui était mis en place par le MUSEM en 2013-14 sur la ville d'Odessa. Et il y avait les prêts qui étaient faits auprès de la ville de Simferopol, Sébastopol, les ordres des sites. Les objets sont arrivés en France, l'invasion de la Crimée, l'exposition n'a pas eu lieu, mais juste une parenthèse, il y avait une publication qui était faite par le MUSEM et par l'université, je crois, par Francis Comte, sur Odessa. Donc il y a beaucoup de participants des sites français. Et donc le problème, l'exposition n'a pas eu lieu, les objets étaient en France, la Crimée est annexée, à qui il faut rendre l'ordre des sites? Aux Russes qui sont en Crimée ou au ministère de la Culture ukrainien qui les a prêtés. Ça a duré 3 ou 4 ans. Finalement, c'est l'Ukraine qui a récupéré les objets. Et donc, c'est vrai, c'est d'une actualité vraiment très, très accrue, cette histoire, la question à qui appartient le patrimoine ukrainien. Je vous remercie d'avoir réagi. Effectivement, cette devinette était écrite au sujet d'une autre exposition à laquelle l'or des sites est issu des collections aussi bien en Crimée que de Odessa, de Kiev, et qui était présenté à Amsterdam, et où le litige a duré une bonne dizaine d'années. Effectivement, oui. Christina, vous aviez d'autres devinettes? Celle qui concerne la même exposition ou celle plutôt qui concerne le titre? Comme vous voulez. Très bien. Devinette. Un artefact découvert sur un site archéologique doit-il être conservé dans son contexte d'origine pour préserver son ancrage territorial ou transféré dans une institution muséale mieux équipée pour assurer sa conservation et son étude? Qui a le dernier mot? L'État qui l'administre, le musée le plus qualifié ou la communauté qui en revendique l'héritage? Et surtout, entre enjeux patrimoniaux, politiques et scientifiques, à qui un artefact appartient-il vraiment? Il s'agit bien évidemment, dans cette performance qui parlait des musées ukrainiens, des situations très concrètes en Ukraine. Mais ce qui m'intéressait en écrivant ces devinettes, c'est de penser à d'autres contextes, puisque l'Ukraine n'est pas le seul pays dans ce cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'avais envie, alors moi j'en ai une pour vous. J'avais envie de vous poser la question des générations aussi, puisque vous parliez je vous écoutais, Nicolas, dans une conférence il n'y a pas longtemps, vous parliez de Ilya Kabakov, par exemple. Comment est-ce que, et par exemple, comment Boris Mikhaïlov se définit aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué de parler de toutes ces questions entre les différentes générations d'artistes et de conservateurs et d'historiens de l'art, de votre expérience? Merci. Alors pour Boris Mikhaïlov, la situation est extrêmement douloureuse parce que sa ville natale est lourdement porte les séquelles très très lourdes de la guerre.
Il n'y a pas de doute pour lui aujourd'hui. Il se présente, déjà quand nous avons eu la chance à Paris d'avoir son exposition à la Maison européenne de la photographie, il portait un sous-titre très évocateur et très clair, Journal ukrainien. Donc, il s'agit de cas par cas, je pense. Pour Ilya Kabakov également, malheureusement, je n'ai pas regardé cette conférence à laquelle vous faites référence, mais donc pour contexte, Ilya Kabakov, il est originaire de la ville qui à l'époque s'appelait Dnipropetrovsk et aujourd'hui qui s'appelle Dnipro. Et je m'en souviens plus dans quelle année, 2015-2016, il était question pour lui de représenter l'Ukraine à la Biennale de Venise. La proposition qu'il a d'abord acceptée et ensuite, à cause des réflexions et je ne sais pas suite à quel problème, donc il a décidé de ne pas se présenter. Donc pour Ilya Kabakov, je ne peux pas répondre, mais peut-être vous avez plus d'éléments. Mais lui, il est décédé avant la... Il est décédé, je pense que la guerre venait de commencer. Moi, j'ai eu la chance je le dis en toute modestie, de le fréquenter pas mal ces dernières années parce que j'ai fait un livre avec lui. Et lorsqu'on lui demandait ce qu'il était, quelle était sa nationalité, il m'a répondu en tout cas, mais d'ailleurs j'ai vu qu'il le faisait aussi dans d'autres interviews, il répondait qu'il était un artiste soviétique. Et je trouve ça extrêmement révélateur. Mais après, c'est vraiment une question de génération, parce que Kabakov, il est parti de Russie dans les années 80, du RSS, pour l'Europe, puis les États-Unis. Donc lui n'a pas vraiment vécu ni dans la Russie indépendante, ni dans l'Ukraine indépendante, il a vécu à New York. Et donc il a quitté un pays qui était l'URSS et il a continué de se vivre comme un artiste soviétique. Et Boris Mikhailov, on en parle, j'en ai parlé avec lui lorsque je l'ai vu à son exposition à Paris, la galerie Suzanne Taraziev, qui était d'ailleurs superbe. J'espère que vous l'avez vu parce que c'était vraiment de toute beauté. Il m'a dit un petit peu la même chose quand même, qu'il se sentait avant tout, qu'il n'était pas sorti en fait de ça, du soviétisme. Et d'ailleurs, de toute façon, tout son travail le montre, l'atteste, c'est évident. Et donc, je pense que de fait, il y a vraiment une question de génération. Vous avez entièrement raison, Clémentine. Ces artistes-là, de cette génération-là, je pense, sont toujours marqués par ce passé-là. C'est tout à fait différent avec les artistes comme Kadan en Ukraine ou d'autres qui se vivent très différemment et c'est très sain, évidemment. Je voudrais réagir, si possible, sur cette question des soviétismes, qui, bien sûr, était un contexte incroyablement pesant et qui a défini le travail de ces artistes, la façon dont ils procédaient, les réflexions qu'ils traversaient, les défis auxquels ils se sont opposés. Et la question qu'est-ce qui prévale, ce côté soviétique ou côté ukrainien? Pour moi, dans mon travail sur Kharkiv, étaient des questions réelles sur lesquelles la réponse que j'ai trouvée, c'est que dans le cas de Kharkiv, il ne s'agit pas de choisir soit, mais parfois, et même très souvent, pluriels cadres sont légitimes, complémentaires, voire nécessaires. Donc aussi bien cadre ukrainien que cadre soviétique. Bien sûr, je ne veux pas contredire auto-identification d'un artiste. Il a vécu la plupart de sa vie en Union soviétique et se sent comme soviétique plus qu'autre chose. Oui. Non, mais je vous coupe la finisse. Non, je vous en prie. Je ne pense pas qu'ils se définissent de nationalité soviétique, mais je crois que je pense que la matière de leur œuvre, et vous l'avez dit justement quand vous avez repris la parole, la matière de leur œuvre, c'est quand même le monde soviétique. Leur œuvre s'est construite en opposition à ce monde.
Donc quand ils disent qu'ils se sentent comme des artistes soviétiques, je crois que c'est ça qu'ils veulent dire. C'est pas une question de nationalité. C'est qu'ils ont été construits par la négative dans ce contexte-là. Je crois qu'on est au-delà de toute forme de nationalité dans ce mode de discours-là. C'est vraiment un rapport intime d'un artiste à son œuvre, et son œuvre référant de façon évidente et étant nourrie. En fait, on pourrait même dire que l'URSS a été le médium de leur œuvre. Chez Kabakov, c'est évident. La cuisine communautaire, c'est le médium de son travail. Ces échanges absurdes entre habitants d'une cuisine communautaire, c'est le médium de son travail. Et chez Mikhaïlov, c'est tout de même un peu la même chose. La déliquescence de ce monde, cette soif de liberté dans ce monde totalitaire. Enfin, tout ça est constructeur par la négative. Donc je ne pense pas que dans l'expression I am a Soviet artist que Kabakov m'a dit très limpidement, il fallait chercher une question de nationalité. C'est plutôt, je crois, la construction presque existentielle d'un artiste dans cet environnement, je pense. J'aimerais bien réagir aussi. Effectivement, je me reconnais beaucoup dans cette discussion. Je suis née en Union soviétique. Je suis partie avant que l'Ukraine accède à l'indépendance. Je n'ai jamais eu de passeport ukrainien. Donc, j'ai eu un passeport soviétique et ensuite une nationalité française. Et c'est vrai que aujourd'hui, en temps de guerre, dire je suis ukrainienne n'est pas une posture abstraite pour moi. C'est parfois aussi une nécessité, c'est un parti pris. Et je pense que je me reconnais énormément dans cette pluralité dont tu parles, Nadia, dans le fait que le parcours, il doit être décrit. Il ne s'agit pas d'une artiste ukrainienne ou une artiste française. Il s'agit pour moi, effectivement, que cette trajectoire a un sens. Il y a une question dans la salle. Oui, bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Luchigutnikov, qui a été donc le commissaire de l'exposition Collectia. En fait, j'étais un peu gênée de vous entendre tout à l'heure dire que voilà, il y avait plusieurs nationalités, les artistes oppressés lors de votre exposition. Je me souviens bien, je suis arrivée en France justement cette année-là. Je suis ukrainienne. Et donc c'était en 2016. La Crimée était déjà annexée, le Donbass occupé. Et je me souviens qu'il n'y avait aucune remise en question dans la presse. C'était surtout l'art russe, les mécènes russes. On parlait surtout de mots russes partout dans la presse. Et en fait, le mécène principal de l'exposition, c'était Vladimir Potanin, que pour le rappel est aujourd'hui sous les sanctions. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de dons par les personnalités russes qui sont aujourd'hui sous les sanctions. Donc vous entendre dire des choses pareilles, ça me paraît un peu... Enfin, est-ce qu'on est bien en 2026 ou pas? Et donc ma question, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, on peut dire, est-ce que vous considérez que votre exposition de l'époque était en fait la continuation de la propagande russe, très forte à l'époque, surtout en 2016? Merci. C'est un débat, je suis content de pouvoir répondre à cette question. Oui, il y a eu beaucoup de dons, en effet. Il y a des dons de la Fondation Potanine, il y a des dons de différentes personnes, peut-être sous sanction. Ça, j'ai pas fait le compte précis des gens sous sanction. Il y a aussi beaucoup de dons des artistes dans cette exposition. Et d'ailleurs, 80% des œuvres ont été données, je crois, par les artistes et pas par Potanine. Ça, c'est la première chose. Après, vous parlez de la presse. Moi, je ne suis pas responsable de la réception par la presse. Je suis un commissaire d'exposition au Centre Pompidou. J'ai été très attentif, mais là, ça fait maintenant quand même 10 ans, cette exposition, quand même. Donc, je ne me souviens plus des textes, mais en tout cas, je pense avoir été extrêmement vigilant, déjà à l'époque, à la question de la nomination des nationalités. Et pour ce qui est de votre question, qui est donc sur la question, sur une suspicion de propagande, je vous répondrai un petit peu ce que j'ai répondu avant. Je ne vois pas, en fait, quel type de propagande on peut produire dans une exposition qui montre des artistes qui ont toute leur vie été oppressés par le pouvoir et dont le travail
s'est constitué en opposition à ce pouvoir. Je voudrais bien, peut-être que j'ai mes souvenirs déraillent, mais j'ai pas le sentiment d'avoir montré l'artiste préféré de Poutine dans l'exposition. Au contraire, hein. Je pense que j'ai montré beaucoup d'artistes que Poutine déteste. Je disais, ces artistes ont été complètement évacués des musées russes aujourd'hui. Donc la dimension propagandiste, je ne suis pas sûr. Que vous qualifiez cette dimension pour d'autres grandes expositions parisiennes qui ont été ostensiblement qualifiées par de grands directeurs de musées russes d'expositions de propagande, je peux l'entendre. Que l'exposition est une exposition de propagande, mon exposition, l'exposition de Centre Pompidou, j'ai quand même plus de mal à l'accepter, ayant fréquenté beaucoup d'artistes, ayant tout de même pu comprendre comment ces artistes avaient souffert de leur situation d'invisibilisation jusqu'aux années 90, comment des artistes russes exilés en France dans les années 70-80 n'avaient jamais été reconnus par l'institution publique et qu'ils trouvaient enfin la possibilité de l'être, comme Jan Kilevski, comme Tchaïkovski, des artistes que tout le monde méprisait. Bref, je ne crois pas que ce soit une question de propagande. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est clivé parce qu'il y a cette guerre, mais moi, en tout cas, je reste quand même, comment dire, conscient que on peut être un artiste russe et être un artiste ayant été dissident ou restant dissident et dont l'œuvre mérite d'être montrée aussi à ce titre. Et donc peut-être je vais vous choquer, mais moi je suis très fier d'avoir montré l'œuvre de ces artistes qui m'ont tous ému par leur biographie, toutes plus tragiques les unes que les autres. Et effectivement, pour parler du côté de la presse, j'ai relu l'article dans Libération et effectivement le débat n'était pas là, était vraiment sur les œuvres, le contenu des œuvres et les artistes, la trajectoire des artistes. Peut-être que ce qui sera intéressant de poser comme question, c'est comment ça se fait qu'en 2016, avec une grande exposition dans une institution française, la question n'était pas soulevée. Oui, est-ce que... Oui, et pour réagir un tout petit peu à votre questionnement de quel type de propagande il s'agit, si je peux ajouter un petit questionnement aussi, de la propagande de la Russie qui se montre comme l'unique héritier de l'héritage soviétique et en utilisant même montrant l'exposition, les artistes non officiels en URSS et en Russie, n'a fait que renforcer cette position de l'héritier unique de la Russie qui a aussi bien repris les choses matérielles, disons, de l'Union soviétique, en commençant par les ambassades, en finissant par le pavillon dans Giardini pendant le Biennale de Venise, qui a été d'ailleurs acheté sur l'argent des mécènes ukrainiens, Bogdan Khanenko, que nous avons déjà cité à plusieurs reprises, et en finissant donc par l'héritage des artistes non officiels soviétiques qui, malgré tout, aujourd'hui, dans l'espace occidental, ont reçu une reconnaissance assez importante, surtout à partir des années 80. Il y avait tout ce mouvement qui s'appelle Gorby Boom, et les commissaires d'exposition, les collectionneurs ont commencé d'acheter et s'intéresser énormément à ces artistes. Donc, oui, cet côté... la Russie, comme étant la seule héritière des passés soviétiques, y compris des arts non officiels, parce qu'effectivement, dans Collectia, il y avait énormément des artistes d'Odessa. Il y avait Boris Mikhailov, il y avait aussi Sergei Bratkov, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait bien un quart des artistes qui aussi participent, enfin, on aurait pu dire aussi l'art en URSS et en Ukraine pour certains de ces artistes. Oui, merci. Donc, je travaille actuellement beaucoup sur la spoliation des biens culturels ukrainiens par la Russie. Donc, j'ai fait beaucoup de missions sur le terrain et je travaille beaucoup de parties prenantes ukrainiennes. J'ai une remarque et une question. La remarque aujourd'hui, donc, c'est ce que vous disiez à l'instant. Quand j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet, j'ai échangé avec l'UNESCO,
qui m'a dit, mais attendez, Monsieur Castagna, les problèmes ne commencent pas avec 2022, ne commencent pas avec 2015, ils commencent en 1991, quand la Russie et l'Ukraine sont devenus des États indépendants du fait de la dissolution de l'Union soviétique, et l'Ukraine et la Russie, surtout l'Ukraine, demandaient à la Russie de lui rendre des œuvres qui étaient exposées en Russie, et la Russie, se définissant comme État continuateur de l'URSS, considérait pour elle des biens qui ne lui appartenaient pas. Donc, premier souci. Deuxième souci, moi, la chose qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'on est dans un moment qui est très intéressant et très critique, dans le sens où on parle d'identité culturelle ukrainienne, on parle d'art ukrainien, mais c'est le moment aussi de se rendre compte que cet art ukrainien, il est multiculturel. Donc on le voit sur Odessa, on parle l'Ordécite c'est les Byzantins. Donc aujourd'hui, comment en temps de guerre, on peut parler d'un art, d'une culture, d'une identité ukrainienne qui est effectivement multiculturelle? Est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr, oui. Avec plaisir. Par la redéfinition de ce que nous voulons dire par ukrainien, c'est-à-dire par la redéfinition de nationalité ukrainienne comme étant nationalité politique et donc pas ethnique, donc basée sur celle qui inclut aussi bien tous les héritages de tous les peuples que vous venez de citer, les Grecs, les Juifs, les Russes, les Arméniens, une extraordinaire pluralité des peuples qui ont vécu dans ces territoires. Et donc, quand nous parlons de l'art ukrainien, aujourd'hui, quand nous définissons, nous cherchons à comprendre ce que c'est à partir de ces points de vue d'aujourd'hui, quand on considère l'Ukraine comme un projet politique et non pas comme un projet ethnique. Je voulais remercier Nadia et Christina, et je comprends très bien comment c'est difficile pour vous de travailler sur ces questions. Moi, comme beaucoup de femmes ukrainiennes, je me suis retrouvée en 2022 dans une situation difficile et j'ai retrouvé le travail dans un musée, petit musée dans le banlieue parisien. Lieu magnifique, et parfois je travaille avec la documentation et je pleure. Je pleure parce que tout ce que vous avez évoqué aujourd'hui, on retrouve pas seulement dans les grands musées en France, on retrouve aussi dans les petits musées. Je suis venue ici chercher les réponses à mes questions parce que quand je discute avec mes collègues qui ont des positions dans les musées, la directrice chargée des collections, ils disent oui Marina, on te comprend, mais voilà, et je suis venue ici chercher les réponses à mes questions, comment expliquer à tous ces gens qui travaillent dans les musées ici en France. Et j'ai vu que sur le site de l'Institut qu'il y a un guide en anglais qui s'appelle Décolonisation. Est-ce que quelque chose comme ça, pratico-pratique, existe en français? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Je crois que nous avons les représentants de l'Institut ukrainien dans la salle ou non, qui pourraient nous éclairer, parce qu'effectivement il existe ces guides en anglais. Mais il est qu'en anglais, est-ce qu'on peut, parce que beaucoup de Français ne en anglais. Pas anglais. La personne derrière vous aussi. Oui, bonjour. Je sais qu'il va avoir un événement le 27 mars, normalement sur la décolonisation, des rencontres professionnelles avec les représentants des musées ukrainiens et français. Et je pense que cette question, justement, c'est en cours de... Voilà, oui, c'est sur la table. Je ne sais pas si, à l'heure actuelle, ce guide est traduit, mais en tout cas, oui, on en parle, notamment dans le cadre de la saison. Juste pour terminer, c'est une remarque qu'on a fait une conférence avec Antoine Arjakovski. D'ailleurs, il a publié un article dans La Croix lundi il nomme les choses sur ce qui se passe en Ukraine actuellement. Il dit qu'il s'agit du génocide qui n'a pas commencé en 2022, qui n'a pas commencé en 2014, pardon. Et en fait, il a expliqué pendant sa conférence chez nous que si les Ukrainiennes, comme vous et moi, si notre peuple existe, c'est parce que nous avons une grande culture.
Ils peuvent nous détruire, ils peuvent, ils ont ce qu'ils font en Ukraine actuellement, mais ils ne peuvent pas détruire notre culture. Voilà, et juste vous demander à tous les gens de cette salle si vous pouvez apprendre et mettre en lumière notre culture ukrainienne qu'on essaye de détruire. Ça va être votre petit geste pour la victoire de mon pays. Merci. Un mot de conclusion ou justement, en attendant la traduction de ce texte qui apparaît essentiel, je voulais référer à cette tribune dans Libération qui rappelait les devoirs qui guidaient les historiens de l'art en France. Donc ce devoir de sauvegarde dont on a parlé, ce devoir de révision, de renouveler la connaissance, d'accueillir les paroles, et le troisième devoir, la valorisation de l'art ukrainien et par les historiens de l'art et les historiennes de l'art, les professionnels du patrimoine. Voilà, et c'est fort de ces trois principes, peut-être qu'on peut se quitter en attendant cette traduction, et peut-être qu'on peut dire bon appétit en ukrainien, je ne sais pas. Смачного. Voilà.